Bonjour et bienvenue à Voyage dans l'espace, où que vous soyez dans l'univers, nous espérons que vous allez bien. Ici Florent Meunier en compagnie de Claude Lafleur et Cédric Caillot. L'un de nos auditeurs, Quentin de Meyer, a eu la belle idée de nous adresser une série de questions concernant les satellites et leur lancement. Je le cite: « En écoutant votre balado 168 sur Ariane, je me suis demandé quel montant doit débourser une entreprise pour envoyer un satellite en orbite. Est-ce que ça se calcule au poids ou au volume? Quelles sont les différences de prix entre les différents lanceurs? Est-ce qu'on parle en termes de centaines de milliers de dollars, de millions ou en dizaines de millions de dollars? Notre auditeur se demande aussi qui peut faire lancer des satellites, s'il y a des règles qui gouvernent les lancements, ou bien si n'importe qui peut faire à peu près n'importe quoi dans l'espace. Je laisse maintenant la parole à Cédric et Claude. Eh bien, merci beaucoup Florent, bonjour Claude, et merci beaucoup à Quentin qui nous a donc adressé une série de questions, notamment sur combien il en coûte pour lancer un satellite. Alors j'imagine que la réponse n'est pas si simple que ça, n'est-ce pas Claude? Exactement, tu as tout à fait raison, Cédric. Écoute, c'est un plaisir de te retrouver au micro. En effet, il y a un certain nombre de paramètres qui rentrent en jeu. Tout dépend, par exemple, du type de lanceur qu'on utilise, de quelle orbite on vise atteindre et de quelques autres facteurs à prendre en compte, comme on va le voir dans la prochaine heure. Ok. Alors, avant d'entrer dans les détails que tu vas nous expliquer, Quentin, justement, se demande, d'une façon générale, si le prix du lancement d'un satellite, est-ce que ça se calcule au poids, est-ce que ça se calcule au volume, est-ce qu'on parle en termes de milliers, de millions ou de dizaines de millions de dollars? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu? C'est des questions très judicieuses, qu'on m'a assez souvent posées. On pourrait dire d'entrée de jeu qu'on parlera ici, soit dit en passant, toujours en termes de dollars américains ou d'euros, parce que les devises sont à peu près équivalentes. Fait que quand on parle de millions, que ce soit des millions d'euros ou de dollars américains, ça revient à peu près au même. Donc, en principe, le prix d'un lancement d'un satellite se calcule au poids. En moyenne, on pourrait dire qu'il en coûte à peu près 10 000 pour chaque kilo qu'on veut lancer dans l'espace. Et si on considère qu'un satellite standard pèse quelques milliers de kilogrammes, en fait, un satellite, ça a plus ou moins la taille et la masse d'une automobile, pour donner un exemple. À ce moment-là, on parle pour faire lancer un tel satellite, ça va coûter quelques dizaines de millions de dollars. Évidemment, ça dépend de la taille du satellite, mais grosso modo, imaginons qu'un satellite, c'est à peu près quelque chose que la taille d'une automobile ou d'une camionnette, et ça vous coûte plusieurs dizaines de millions de dollars pour l'expédier dans l'espace. Oui, donc le poids forcément rentre en ligne de compte. J'imagine qu'il y a aussi d'autres facteurs, comme par exemple le type de fusée qu'on va utiliser, ça doit forcément avoir une incidence sur le prix d'un lancement. Absolument. En fait, on va commencer en prenant l'exemple de l'utilisation d'une fusée Falcon 9 de SpaceX, qui est la fusée la plus couramment utilisée. On rapporte qu'un lancement de Falcon 9 s'élève à environ 70 millions de dollars ou millions d'euros, ça revient à peu près au même. C'est donc le prix que vous paieriez si vous utilisez une telle fusée pour lancer votre satellite. Par contre, comme toute fusée, une Falcon peut lancer plusieurs satellites, a la capacité de lancer des fois 2-3 satellites, ce qui fait qu'à ce moment-là, si vous êtes l'un des passagers, la facture est divisée entre les différents passagers. Donc, ça dépend si vous payez vous-même la fusée à vous-même ou bien d'autres si vous la partagez, vos frais de lancement. Alors, tu parles des Falcon 9. Si j'ai bien suivi, ils lancent à peu près une trentaine de satellites Starlink à chaque fois. Tu as parlé d'à peu près 70 millions d'euros. Ça fait, si je calcule bien, autour de 2 millions de dollars par satellite. C'est ça. En fait, c'est un bel exemple. La fusée peut lancer 2-3 satellites, mais quand SpaceX l'utilise pour lancer ses Starlink, elle met habituellement à peu près 28-29 satellites en même temps. Si on imagine que la masse de satellites Starlink est à peu près de 525 kg, ce qui reviendrait à dire que chaque kilogramme de Starlink coûte à peu près 4 600 € à lancer.
Ok. Et alors, il y a aussi ce qu'on appelle des missions de covoiturage organisées par SpaceX. Alors, on parle pas de covoiturage entre Québec et Montréal en voiture, hein, c'est pas du tout ça. On parle de Falcon 9 qui transporte des douzaines de satellites. Alors, j'imagine aussi que quand on transporte plusieurs satellites, ça réduit beaucoup les coûts de lancement pour chacun des satellites. Effectivement, c'est tout à fait le cas. Certaines missions de covoiturage emportent jusqu'à une centaine de satellites, certains ne pesant que quelques kilogrammes, et même des satellites, on peut fabriquer des satellites qui ne pèsent qu'un seul kilogramme. Dans ce cas-là, il peut en coûter à peu près aussi peu que 10 000 ou 10 000 euros pour expédier votre satellite dans l'espace si celui-ci pèse à peu près un kilogramme. Ok, donc pour à peu près 10 000 $, on peut avoir la possibilité d'expédier un petit satellite dans l'espace pour le plaisir de le voir passer au-dessus de nos têtes. Je vais essayer de me fabriquer un petit satellite en Lego et puis demander à SpaceX de l'envoyer. Mais est-ce que c'est possible, ça d'ailleurs, d'envoyer un satellite fabriqué par soi-même? Ben, théoriquement, oui, c'est possible si vous êtes prêt à défrayer les frais de lancement, mais n'oublions pas non plus que c'est dispendieux de fabriquer un satellite, puisque les conditions de lancement sont très rigoureuses et les conditions dans l'espace aussi sont très rigoureuses. Pour prendre ton exemple, si tu envoyais un bloc de Lego d'1 kilogramme dans l'espace, d'abord, il ne résisterait probablement pas au lancement. Hein. Ton objet fait en Lego se détruirait durant le lancement. Et sinon, dans l'espace, où il fait à la fois extrêmement froid ou extrêmement chaud, dépendamment de si vous êtes du côté du Soleil ou du côté de l'onde de la Terre, ton machin en Lego ne résisterait pas au lancement. Fait que, il faut fabriquer un satellite qui est capable de résister à la fois aux conditions de lancement et aux rigueurs de l'espace. Donc, il faut penser au coût du satellite lui-même pour fabriquer quelque chose de solide, suffisamment solide. Et puis, il faut penser aux frais de lancement. Est-ce que ça s'est déjà fait, malgré tout? Absolument. Ben, c'est-à-dire que il existe un certain nombre de cas où une entreprise ou bien un organisme de promotion de l'espace ou pour des étudiants qui se sont payés un satellite dans l'espace. Il y a aussi des universités ou des écoles d'ingénierie qui conçoivent leurs propres petits satellites. Il y a même des lycées ou des écoles secondaires qui fabriquent des satellites, qu'ils font lancer comme ça. Il s'agit alors d'opérations qui visent souvent à initier les jeunes ou les étudiants à l'espace. Donc, il y a différents organismes qui fabriquent de petits satellites, mais pour de bonnes raisons, si je peux dire, dont, entre autres, initier les jeunes au spatial. Oui, j'imagine que c'est pas juste pour s'amuser que des étudiants ou des lycéens lancent des satellites. Il doit y avoir un côté scientifique quand même ou pédagogique. En effet, hein, on parle souvent de petits satellites qui pèsent de l'ordre de 1 kilogramme. Certains ne font que transmettre un signal au sol que les jeunes tentent de capter et de suivre. Ça permet de suivre le satellite. Il y a aussi des universités qui opèrent de petits satellites pour des raisons soit d'expérience d'ingénierie, mettre au point certains instruments, voir comment ça fonctionne, ou même, dans des cas d'école d'ingénierie, pour apprendre à concevoir et à fabriquer un satellite. C'est en soi une science. Il y a même aussi, on peut même réaliser des expériences scientifiques avec de petits satellites, notamment étudier l'environnement terrestre, la haute atmosphère ou même l'espace environnant. Il y a même de petits satellites. Par exemple, il y a des universités ou des entreprises qui vont mettre au point de tout petits satellites qui vont faire des observations astronomiques. Ça veut dire qu'on utilise souvent de gros satellites qui pèsent des centaines, des milliers de kilogrammes pour faire des expériences, mais il est possible de faire des choses très intéressantes avec de tout petits satellites. Et ça se fait assez couramment grâce, entre autres, aux missions de covoiturage qu'organise SpaceX. Ouais, donc ça doit être sympa. J'aurais adoré avoir ça dans mon école ou dans mon lycée. Absolument. Et du coup, alors au final, est-ce que tu as eu vent, toi, de cas d'individus, de particuliers, on va dire, qui ont fait lancer un satellite pour leur propre plaisir? Est-ce que tu as entendu parler de ça? La question se pose, parce que si on imagine que ça peut coûter quelques dizaines de milliers de dollars plus fabriquer le satellite, mais à ma connaissance, je ne connais pas d'exemple où ça s'est vraiment passé. Je ne pense pas qu'on puisse citer de cas.
J'ajouterais cependant qu'il y a probablement deux bonnes raisons pour ne pas faire ce genre d'opération-là. D'abord, un satellite, même de taille respectable, est passablement difficile à voir, à observer. C'est-à-dire que si vous aviez l'idée de dire « je vais lancer un satellite et je vais prendre plaisir à le voir passer au-dessus de ma tête », ça serait très difficile de faire parce que même les gros satellites sont difficiles à voir. Donc, si vous fabriquez un petit satellite d'1 kilogramme, je ne pense pas que vous allez être capable de le voir passer au-dessus de votre tête. L'autre raison pour ne pas faire ce genre d'opération-là, j'appellerais ça la pollution de l'espace. Hein. On sait qu'il y a beaucoup de satellites sur orbite basse, il y a beaucoup de débris spatiaux, l'espace est déjà passablement encombré. Ce serait, à mon avis, une très mauvaise idée de lancer des satellites juste pour le plaisir de le faire, pour encombrer davantage l'espace. Il y a déjà suffisamment de débris pour pas qu'on se mette à faire une telle chose. Évidemment, un individu qui déciderait de faire ça ne changerait pas grand-chose, mais si on se mettait un peu tout le monde à dire « j'aimerais ça avoir mon petit satellite, je le lance », ben là, on encombre inutilement l'orbite terrestre. C'est sûr. Alors, revenons à nos lancements, on va dire, réguliers de satellites. Tu nous as donné tout à l'heure des exemples de coûts d'utilisation d'une fusée Falcon 9. C'est un exemple parmi d'autres. Est-ce que tu as des ordres de prix pour d'autres lanceurs? Est-ce qu'on peut facilement comparer les coûts par fusée? Bonne question. Hein? Disons d'abord que il est assez difficile de savoir combien coûte exactement le lancement de tel ou tel satellite. Souvent, le lancement de satellite fait l'objet d'un contrat commercial entre deux entreprises ou deux entités, et les clauses de ce contrat-là sont souvent gardées secrètes pour des raisons de confidentialité et de concurrence. Les contrats peuvent aussi tenir compte du fait que si vous êtes un client régulier, que vous faites lancer de temps à autre un satellite, vous allez bénéficier de peut-être certains rabais, etc. Mais tout ça pour dire qu'on a rarement des chiffres pour savoir dire tel satellite a coûté exactement combien. On a des ordres de grandeur, mais on a rarement des prix précis. Évidemment, oui, il y a des secrets industriels, des secrets corporatifs autour de ces tarifs, évidemment. Mais j'imagine qu'avec ton expérience, tu dois quand même avoir une petite idée ou au moins un ordre de grandeur, combien il en coûte pour faire lancer un satellite selon différents types de fusées. Exactement. En fait, il y a un site web qui est très intéressant qui permet de suivre au jour le jour les lancements de satellites. Ce site web-là s'appelle Next Spaceflight et c'est un site très, très bien informé. Et moi, je me fie aux données de ce site-là parce qu'ils sont très, très bien au courant de ce qui se passe au jour le jour dans le domaine spatial. Et ce site-là nous indique d'ailleurs que une fusée Falcon 9 qui peut placer jusqu'à 23 tonnes sur orbite basse, coûte, comme nous l'avons déjà dit, 70 millions de dollars ou d'euros. Par comparaison, toujours selon ce site-là, la fusée européenne Ariane 6, la plus récente version d'Ariane, qui peut placer 10 tonnes et demie sur orbite basse, coûterait 80 millions de dollars, si vous voulez vous payer une balade en Ariane 6. Il y a la fusée américaine Atlas 5, qui, elle, peut placer 19 tonnes sur orbite basse, elle coûterait 150 millions de dollars ou d'euros. Il y a la fusée japonaise H3 équivalente qui, elle, coûterait 50 millions de dollars. Il y a la fusée indienne LVM-3 qui, elle aussi, est équivalente d'une Ariane 6 à peu près, qui, elle, coûterait 62 millions de dollars. Il y a aussi la petite fusée européenne Vega 6 qui peut placer un peu plus de 3 tonnes sur orbite basse, qui, elle, coûterait 45 millions de dollars. Et comme dernier exemple, il y a la petite fusée américaine Electron qui, elle, peut placer seulement 320 kg sur orbite basse, mais qui coûte 7 millions et demi de dollars. Donc, si vous aviez quelques centaines de kilogrammes à lancer dans l'espace, vous pourriez utiliser une Electron et ça vous coûterait 7 millions et demi de dollars. Ça vous donne donc un exemple de prix que si vous avez pleine charge, ça vous coûte quelques dizaines de millions de dollars selon que c'est une Ariane ou une Atlas ou une fusée japonaise ou indienne, etc. Vous avez un peu l'étalage des prix. On voit d'ailleurs que c'est pas tout à fait proportionnel à la charge utile embarquée. Hein. Il y a des petits écarts entre tous ces tarifs. Exactement. Surtout que vous n'employez pas nécessairement la pleine charge, donc le contrat n'est pas nécessairement ces montants-là, mais là, on a des ordres de grandeur de ce qu'on vient de citer.
Alors, focalisons un petit peu d'abord sur les fusées américaines. Vulcan de Boeing, la New Glenn de Blue Origin, Starship de SpaceX. Est-ce que tu as un petit peu plus d'informations sur ces fusées américaines et leurs tarifs? Ça, ce sont les plus récentes fusées qui commencent à prendre du service. On ne dispose pas exactement pour l'instant de prix, combien chargent ces sociétés-là qui opèrent les Vulcan et les New Glenn, mais on sait qu'ils veulent concurrencer SpaceX, donc on peut penser que c'est des prix qui doivent se comparer à celles de Falcon 9, s'ils sont capables de concurrencer SpaceX. Quant au vaisseau Starship de SpaceX, Elon Musk nous promet de nous offrir éventuellement des lancements à des prix imbattables, étant donné la puissance de cette fusée-là, qui, elle, serait capable de placer quelque chose comme 100 tonnes sur orbite terrestre. Le problème avec les Starships, c'est que on peut se demander quand ce lanceur-là deviendra suffisamment fiable pour répondre sur le marché commercial. Et même, on peut se demander si un jour ces fusées-là vont véritablement servir à des fins commerciales. C'est à la fois une fusée très complexe à faire voler, comme on a eu l'occasion de le voir, et en même temps, on n'a pas le besoin de lancer 100 tonnes en même temps. Là. On n'a pas ce genre de besoin-là. Fait que je ne sais pas si SpaceX Starship va véritablement un jour être une fusée commerciale à bord duquel on pourrait s'acheter une place. Mm-hmm. Et côté fusée chinoise ou russe, est-ce que tu sais combien elle coûte? Et puis alors, d'abord, peut-être une question préalable. Est-ce qu'on peut utiliser des fusées chinoises ou russes pour lancer nos satellites? En fait, dans le cas des fusées russes, étant donné l'agression des Russes envers l'Ukraine, on ne peut plus, depuis 2022, recourir à ces fusées-là pour lancer nos satellites, ce qu'on faisait auparavant. Les Russes se privent ainsi de dizaines de millions de dollars de contrats en chaque année. Comme si on regarde ce qui se passait dans les années 2010, là, ils avaient des contrats, c'était rentable pour eux. C'est un des nombreux coups qu'ont à encaisser les Russes pour agresser l'Ukraine, comme on le voit depuis 3-4 ans maintenant. On parle beaucoup des sanctions que les Russes subissent, mais aussi beaucoup de contrats commerciaux qu'ils ont perdus, dont le lancement de satellites occidentaux. Quant aux fusées chinoises, pour le moment, elles ne sont pas disponibles sur le marché commercial. Donc, on ne sait pas combien ça pourrait coûter de faire lancer un satellite par les Chinois. Mais ce qu'on sait, par contre, c'est que les Chinois développent actuellement des fusées à but commercial. Ils rêvent même non seulement de concurrencer toutes nos fusées, en particulier les fusées de SpaceX, mais ils rêvent, et ils nous le disent, éventuellement, de détrôner SpaceX. Fait qu'il risque d'avoir une compétition très, très vive entre les Chinois, si tout va bien, entre les Chinois et les fusées de Elon Musk. Oui, les Chinois, on sent bien, hein, ils ont des vraies ambitions sur le marché du spatial, on va dire. Tu n'as pas d'ordre d'idée de leur coût d'utilisation de ces fusées chinoises? Non, il est encore beaucoup trop tôt. Par contre, ce qu'on sait, c'est que les coûts risquent d'être vraiment inférieurs à ceux de SpaceX. C'est ça pour deux raisons. D'une part, la main-d'œuvre chinoise coûte beaucoup moins cher que la main-d'œuvre en Occident. Les techniciens chinois sont payés beaucoup moins cher que nous. Et deuxièmement, les Chinois vont éventuellement fabriquer leurs fusées en série à la chaîne, un peu comme le fait SpaceX. Par contre, parce que SpaceX est la seule entreprise qui fabrique littéralement à la chaîne ses fusées, les autres sont faites pièce par pièce, les Chinois entreprennent de faire la même chose. Donc, si on combine le fait que les coûts de main-d'œuvre en Chine sont nettement plus bas que ceux en Occident et qu'ils vont un jour fabriquer leur série à la chaîne comme SpaceX, ils risquent d'offrir des prix véritablement imbattables, même nettement inférieurs à ceux de SpaceX. Donc, il va falloir suivre tout ça de très près dans les années qui viennent. Notre ami Quentin, il nous a envoyé d'autres questions. Il se demandait, par exemple, une question très, très pragmatique, intéressante. Si j'étais une institution scientifique qui avait besoin d'un satellite pour mesurer des données spécifiques dans l'espace, vers qui je devrais me tourner pour concevoir l'engin spatial? En fait, c'est une bonne question, mais la réponse n'est pas aussi simple que ça. En fait, disons qu'en général, toute mission scientifique est réalisée par une agence spatiale. C'est-à-dire que la NASA, l'Agence spatiale européenne ESA ou l'Agence spatiale canadienne, etc., vont de temps en temps lancer des appels à la communauté scientifique pour réaliser certaines missions scientifiques.
Ces agences émettent donc de temps à autre des appels d'offres pour réaliser une mission scientifique en particulier ou pour dire aux scientifiques, est-ce que vous avez des idées de projet? Il y a aussi des universités ou des divers organismes de recherche qui parrainent leur propre projet de mission scientifique. Ainsi, une université peut décider de concevoir son propre petit satellite pour, par exemple, étudier l'atmosphère terrestre ou le Soleil ou l'espace. Autrement dit, ce n'est pas tant un chercheur qui décide de faire une expérience que plutôt une institution qui demande à des gens, êtes-vous prêt à participer à un projet scientifique? Avez-vous une idée d'expérience scientifique? C'est donc plus le processus inverse que moi, j'ai une idée de science. C'est plutôt les agences qui vont nous proposer des projets. Et tu sais combien coûte ce genre de mission scientifique? Ben, dans le cas d'une opération financée par une agence spatiale, les scientifiques peuvent disposer de budgets qui peuvent s'élever à plusieurs millions de dollars, sinon même à plusieurs dizaines de millions de dollars, parfois même quelques centaines de millions de dollars. Dans le cas des universités qui financent leur propre petit projet, le propre projet scientifique, c'est souvent de petits satellites. À ce moment-là, le chercheur peut disposer de sommes qui varient de quelques centaines de milliers de dollars à peut-être quelques millions de dollars. C'est des projets plus modestes, mais beaucoup plus faciles à réaliser que les grands projets réalisés par les agences spatiales. Oui, parce qu'à côté de ces petits projets ou projets, on va dire, plus modestes, il y a toute une série de projets plus grandioses, scientifiques, les télescopes spatiaux, les sondes d'exploration de planètes, etc. Exactement. Ça, c'est ce qu'on appelle les projets phares réalisés par les agences spatiales. Dans le langage spatial, on parle des flagships. Ça, c'est par exemple le télescope spatial Hubble ou Webb, par exemple. Ce sont des projets qui coûtent des milliards de dollars et qui prennent souvent des décennies à réaliser. Quand je dis décennies, par exemple, on est en train de préparer actuellement, OK, on est en 2026, on est en train de préparer des projets de télescopes spatiaux qui seront lancés dans les années 2040, sinon même dans les années 2050. On est en train de préparer ces projets-là aujourd'hui. Ça vous donne une idée des échéanciers. C'était le cas pour Hubble, c'était le cas pour Webb, et c'est le cas pour plein d'autres missions. Ça prend des fois des décennies pour réaliser un projet flagship. Oui, parce que tu as raison, depuis le début de ce balado, on parle surtout de coûts, de budget, mais il y a aussi la question du temps de développement et du temps de préparation des missions. Est-ce qu'il faut s'y prendre vraiment longtemps à l'avance pour lancer un satellite? J'imagine que pour réserver sa place à bord d'une fusée, il faut s'y prendre longtemps à l'avance. Le facteur temps, c'est l'un des aspects auxquels on pense guère, mais qui est très lourd dans le domaine spatial, quand il s'agit de réaliser un projet spatial. C'est même là l'une des grands inconvénients du spatial. En effet, il faut souvent des années, sinon même une décennie ou plus, pour voir se réaliser une mission spatiale. D'une part, on n'improvise pas la conception ou la fabrication d'un satellite, même d'un petit engin. Il faut soigneusement planifier ce qu'on fera. Puis, il faut fabriquer le satellite avec grand soin et prendre 1001 précautions parce que l'environnement spatial est très rigoureux. Autrement, si on ne fait pas attention à toutes ces étapes-là, on risque fort, une fois rendu dans l'espace, que notre satellite ne fonctionne pas. On pourrait alors encaisser des pertes de millions de dollars, sinon même bien davantage, et en même temps, c'est des années de travail perdu si vous lancez un satellite et que vous n'avez pas pris toutes les précautions, puis il ne fonctionne pas dans l'espace, vous n'êtes pas plus avancé que si vous étiez demeuré au sol. Oui, donc les délais de préparation de mission et de réservation de place sont assez longs. C'est pas forcément facile à gérer ça. En fait, effectivement. D'ailleurs, si on parle juste des lancements lui-même, si vous avez les moyens de vous payer, par exemple, une fusée Falcon 9 ou une Ariane 6, là, vous devez contacter, évidemment, soit SpaceX ou Arianespace. Mais il faut alors s'y prendre quand même quelques années d'avance, souvent 2-3 ans d'avance pour réserver votre place. Donc, c'est pas comme si on décide de partir en avion aujourd'hui, on peut acheter son billet puis partir dans quelques semaines. Dans le cas d'un satellite, ça passe souvent. Il faut s'y prendre quelques années d'avance pour réserver sa place. Et pourquoi c'est si long? C'est parce qu'il y a beaucoup de demandes? C'est parce que c'est compliqué de fabriquer les éléments dont on a besoin? Qu'est-ce qui fait que c'est si long? En fait, pour 2 raisons. D'une part, il faut savoir qu'on ne fabrique pas les fusées à la chaîne, mais plutôt une à une.
À l'heure actuelle, il y a simplement SpaceX qui fabrique des fusées à la chaîne, donc qui peut offrir des places relativement rapidement. Autrement, la fusée que vous allez utiliser va être fabriquée pour vous et ça prend peut-être une année ou deux pour fabriquer une fusée. Donc, d'où l'idée que les fusées ne sont pas en attente, prêtes à être lancées et vous avez simplement à monter à bord. C'est pourquoi, d'ailleurs, seul SpaceX est capable de lancer un satellite dans des délais relativement courts. Parfois, il s'écoule, dans certains cas, quelques mois avant de pouvoir s'envoler, mais c'est plutôt l'exception. Il faut aussi également planifier soigneusement l'orbite sur laquelle sera placé votre satellite. Chaque lancement est unique et pour répondre aux besoins spécifiques de la mission à réaliser. C'est donc pas comme si on partait en avion. Oui. Alors ça, c'est intéressant. Tu parles de planifier l'orbite, mais pourquoi il faut planifier cette orbite de manière précise? Il faut prendre en compte plusieurs paramètres, dont l'altitude à laquelle doit évoluer votre satellite pour réaliser sa mission, l'inclinaison de cette orbite par rapport à l'équateur et même l'heure précise à laquelle doit être lancé votre satellite pour réaliser sa mission. Voilà. Alors moi, je pensais qu'il fallait juste définir une hauteur de circulation, mais est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus en détail là, ce qu'il faut prévoir à l'avance? C'est ça. Je dirais que dans le spatial, tout est plus compliqué que ce qu'on pense. Imaginons une mission. Imaginons que vous voulez observer la Terre pour étudier, par exemple, l'environnement, les océans ou à des fins d'agriculture ou d'urbanisme. Vous aurez intérêt, évidemment, à placer votre satellite le plus bas possible afin d'observer la Terre plus facilement. Par contre, plus vous placez votre satellite bas, plus celui-ci va rencontrer des molécules d'air, plus il va être freiné par la friction de l'air et plus rapidement, il va retomber sur Terre, il va brûler dans l'atmosphère. Par exemple, si vous placez un satellite, disons, à 200 km d'altitude, il y a encore là suffisamment d'air pour exercer une friction sur votre satellite et votre satellite va ne demeurer que quelques semaines dans l'espace. Par contre, si vous le placez à 600 km d'altitude, là, il va rester dans l'espace pendant plusieurs années. Par contre, vous êtes alors beaucoup plus haut, donc un peu plus difficile d'observer de près la surface terrestre. Donc, vous devez donc choisir l'altitude correspondant à vos besoins, tout en tenant compte que plus vous êtes bas, moins longtemps vous allez demeurer en orbite. Mmh. Et tu as parlé aussi de l'inclinaison de l'orbite. De quoi s'agit-il? L'inclinaison, c'est l'angle que fait l'orbite d'un satellite par rapport à l'équateur. Un satellite placé sur une orbite inclinée à 0 degré fera tout simplement le tour de la Terre autour de l'équateur. Par contre, si un satellite est placé sur une orbite inclinée à 90 degrés, alors il survolera la Terre en passant au-dessus des deux pôles. Un autre exemple, un satellite qui circulerait sur une orbite inclinée à, disons, 48 degrés, survolerait la Terre entre les latitudes 48 degrés nord et 48 degrés sud. Il passera alors au-dessus de Paris, puisque Paris se trouve par 48 degrés de latitude nord. Il survolerait aussi Montréal, parce que Montréal se trouve par 45 degrés de latitude nord. En fait, le satellite passera au-dessus de l'ensemble, de l'essentiel, on pourrait dire, des terres et des océans du globe. Tout ce qui est situé entre le 48e parallèle nord et sud. Regardez sur un globe, vous allez voir un peu, c'est à peu près l'ensemble des terres habitées. Donc, l'inclinaison orbitale détermine la surface terrestre qui sera survolée par votre satellite. Si donc vous désirez observer l'ensemble de la Terre, mais pas nécessairement de passer au-dessus des pôles, vous le placez, votre satellite, sur une orbite, disons, inclinée à quelque chose comme 65 degrés. Là, vous allez survoler à peu près toutes les terres habitées, tous les continents. Par contre, si vous désirez simplement observer l'environnement spatial ou, par exemple, étudier l'univers, etc., là, l'inclinaison est moins importante et vous allez choisir probablement de le placer sur une inclinaison beaucoup plus basse. Donc, vous comprenez que l'inclinaison détermine la surface à observer et c'est dépendamment de la mission que vous voulez faire.
Et alors, si on prend l'exemple de notre fameuse station spatiale internationale là, qui tourne à 400 km au-dessus de nos têtes, elle aussi, elle a une orbite inclinée? Exactement. C'est intéressant parce que dans le cas de la station, on a fait une espèce de compromis. On n'est pas à 0 degré, on n'est pas à 90 degrés, mais on est à 51,6 degrés. Ça veut dire que la station spatiale passe au-dessus de Paris et de Montréal, hein, comme on l'a vu, deux villes situées à 48 et à 45 degrés de latitude. Et elle passe même tout juste au-dessus de Londres, puisque Londres se trouve à 51,3 degrés de latitude nord. Mais les villes qui sont situées plus au nord de Londres, ne verront jamais passer la Station spatiale internationale au-dessus de leur tête. Et en plus de l'inclinaison de l'orbite, il faut aussi tenir compte de l'heure à laquelle on doit lancer son satellite. Pourquoi donc? Effectivement. Il y a une notion qui est assez amusante à imaginer parce qu'elle n'est pas évidente. C'est que quand vous lancez un satellite autour de la Terre, vous placez un satellite autour de la Terre, lui, dans l'espace, il décrit toujours la même trajectoire. Il fait toujours le même cercle autour de la Terre. Si on imaginait que votre satellite laissait tomber régulièrement de petits grains de sable, comme il suit toujours la même trajectoire, à la longue, il finirait par créer un bel anneau de petits grains de sable autour de la Terre. Par contre, la Terre, elle tourne sur elle-même. Ce qui fait que si votre satellite suit toujours la même trajectoire dans l'espace, la Terre, elle, défile sous lui, donc vous pouvez observer l'ensemble de la Terre. Mais votre satellite, lui, il fait toujours le même cercle dans l'espace. C'est donc dire que l'orientation que va prendre votre satellite dans l'espace va toujours être la même, dépendamment de l'heure où vous le lancez. Un exemple bien simple. Supposons que vous lancez un satellite d'observation de la Terre et que vous voulez observer certaines régions de la Terre toujours sous le même éclairage. Par exemple, vous dites, j'aimerais ça surveiller ce qui se passe dans la région de Montréal ou dans la région de Paris en photographiant à peu près chaque jour vers 9 heures du matin. Comme ça, j'ai toujours le même éclairage et je peux suivre d'une saison à l'autre l'évolution des choses. Donc, vous allez choisir l'orbite, l'heure du lancement en fonction pour faire en sorte que vous allez toujours passer au-dessus de Paris ou de Montréal à 9 heures le matin. Donc, vous allez devoir lancer votre satellite à une certaine heure pour arriver à ce résultat-là. C'est pour ça d'ailleurs que quand on lance des satellites, ceux qui ont pu suivre ça, on parle souvent d'une fenêtre de lancement, c'est-à-dire qu'on a déterminé une heure assez précise pour lancer votre satellite et parfois on peut jouer plus ou moins, par exemple, d'une demi-heure, la fenêtre va être d'une demi-heure ou peut-être d'une heure, mais on ne lance pas un satellite n'importe quand. Si on pense au trajet d'avion, hein, il y a des vols entre Montréal et Paris à peu près à n'importe quelle heure. Dans le cas d'un satellite, il faut déterminer précisément l'heure à laquelle il sera lancé selon nos besoins. Oui, donc tout dépend de si on souhaite synchroniser, on va dire, la rotation de son satellite avec la rotation de la Terre ou pas. Exactement. C'est ce qu'on doit choisir. D'accord. Alors, si on revient un tout petit peu en arrière sur nos histoires de lancement, de coûts de lancement et de budget, je résume bien en disant que si on se procure une Falcon ou une Ariane, on peut choisir soi-même l'orbite sur laquelle sera placé le satellite, mais évidemment, ça coûte cher. Si on veut réduire les coûts, on peut faire ce qu'on appelle le covoiturage, mutualiser un petit peu ces lancements et prendre place à bord d'une fusée avec d'autres passagers, d'autres satellites. Ça permet de partager les frais de lancement, mais j'ai du mal à comprendre comment ça se passe pour se mettre d'accord sur la bonne fenêtre de lancement, justement. En fait, très bonne question. En fait, il y a deux grandes formules. Supposons que vous désirez expédier votre petit satellite, disons de quelques kilogrammes ou de quelques dizaines de kilogrammes. Il est possible, dans certains cas, de faire ce qu'on pourrait appeler de l'autostop, ou au Québec, on parle de faire du pouce, c'est-à-dire de profiter du lancement d'un gros satellite pour monter à bord de la fusée et profiter du lancement. À ce moment-là, vous allez payer une fraction des coûts de lancement. Bien évidemment, hein, c'est un peu comme quand on fait du covoiturage, on n'a guère le choix du moment du lancement ni du type d'orbite. Par contre, comme sur Terre, vous pouvez choisir votre destination, c'est-à-dire de vous envoler auprès d'un satellite qui va s'envoler sur le type d'orbite que vous cherchez à utiliser. Vous êtes un copassager, c'est pour vous qui décidez quand vous partez, mais au moins, vous allez vous rendre normalement à la bonne destination à un coût beaucoup moindre que si vous payez votre propre fusée.
Oui, oui, c'est comme sur Terre, on vérifie d'abord qu'on covoiture avec des gens qui vont au même endroit que nous, on va dire. Exactement. Et tu as mentionné un petit peu plus tôt, d'ailleurs, le fait que SpaceX organise également des lancements de Falcon 9 de covoiturage. De quoi s'agit-il? Exactement. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, quelques fois par année, SpaceX organise des lancements de fusées Falcon 9, à bord duquel il va être placé des dizaines, voire jusqu'à une centaine de satellites. Ces lancements groupés ont donc un grand nombre de satellites qui seront placés sur une même orbite, en fait sur une orbite qui convient à tous. Ça serait un peu comme si on s'organise un voyage en autobus. On peut à ce moment-là décider plus en commun, plus de décider de l'heure et de la destination. Cela, évidemment, permet d'accéder à l'espace pour des sommes vraiment modestes, puisqu'on se met à plusieurs dizaines, sinon même à une centaine de passagers pour défrayer les frais de lancement. C'est dire que des dizaines ou des centaines, c'est-à-dire que là, à ce moment-là, au lieu de coûter 60 millions ou 70 millions pour se payer une fusée Falcon, ben à ce moment-là, notre place peut nous coûter quelques dizaines ou peut-être une centaine de milliers de dollars. Tout dépend, comme on a dit au début, du poids de son satellite. Et alors, qui prend place à bord de ces autobus Falcon 9? C'est très intéressant, hein, parce que ce genre de lancement-là, qui coûte vraiment pas cher, ça permet à de nouvelles entreprises de faire leur premier pas dans l'espace ou encore à des entreprises plus expérimentées de tester leurs équipements avant de les placer à bord de gros satellites. Ça permet également à des universités ou à des institutions scientifiques de faire des projets d'observation scientifique ou même des projets d'ingénierie, donc d'apprendre, par exemple, à fabriquer un satellite et à l'opérer dans l'espace. Ça permet également à diverses organisations d'utiliser de petites expériences spatiales, notamment afin d'étudier, par exemple, à des fins éducatives ou de sensibiliser les jeunes et le public au spatial. Donc, une institution ou une école décide donc de fabriquer son satellite et de participer à une mission de covoiturage, encore là, à un coût assez modeste. Enfin, hein, ce genre de mission-là permet à des pays en développement de s'initier au spatial en concevant et en opérant leur propre petit satellite. C'est dire que SpaceX, avec ses missions de covoiturage, permet à plein de nouveaux utilisateurs de s'initier à l'espace et ces gens-là vont éventuellement peut-être devenir des clients, soit pour SpaceX ou pour d'autres lanceurs ayant fait leur premier pas grâce aux missions de covoiturage de SpaceX. Et d'ailleurs, Quentin nous a adressé une question complémentaire là sur ce sujet. Est-ce qu'il existe des sociétés, des entreprises qui proposent des catalogues de satellites, on va dire, à adapter selon son besoin, avec des options, des variantes? Est-ce que ça existe, ça, des catalogues de satellites? Tout à fait, tout à fait. En fait, il existe pour faciliter l'accès à l'espace, hein, il existe des firmes spécialisées qui proposent des satellites de base, un peu comme on peut acheter des fois les plans d'une maison modèle pour les ajuster à ce besoin. On parle donc de satellites qu'on peut adapter à ses besoins. Ces satellites fournissent au départ les services de base. Par exemple, il va y avoir, ce sont des satellites qui sont déjà équipés de systèmes pour générer de l'énergie, c'est-à-dire de panneaux solaires, de systèmes de communication, de systèmes de régulation thermique, etc. Et là, vous achetez ce petit satellite-là et vous y ajoutez votre expérience. Par exemple, vous pourriez placer à bord une caméra pour observer la Terre. Donc, grosso modo, le satellite existe, vous l'adaptez à vos besoins, vous ajoutez vos expériences scientifiques, et ça coûte beaucoup moins cher que si vous deviez fabriquer votre satellite à partir de rien. Oui. Et du coup, en tant qu'individu, on peut aussi imaginer faire lancer son propre petit satellite. Ben oui, c'est toujours possible, mais n'oublions pas hein, que c'est une opération quand même assez dispendieuse parce que d'une part, vous risquez de dépenser au moins 10 000 $, sinon quelques dizaines de milliers de dollars, juste pour faire lancer un satellite d'1 kilogramme ou 2. En plus, vous devez concevoir votre satellite, ce qui est une opération assez complexe, parce qu'en principe, hein, on pourrait dire... je vais prendre 10 000 $ et je vais faire lancer une boîte à chaussures ou un objet quelconque dans l'espace. Mais à mon avis, ça ne représente pas beaucoup d'intérêt parce que d'abord, vous ne pourriez pas vraiment le voir. L'objet va être trop petit. Puis tant qu'à dépenser quelques dizaines de milliers de dollars, c'est un peu lancer de l'argent dans les airs, littéralement. Mmh.
Alors Quentin nous demande aussi s'il existe une institution internationale qui chapeaute, on va dire, qui régule ce qu'on envoie dans l'espace. Est-ce qu'il y a des règles sur l'envoi de satellites et est-ce qu'il y a un organisme qui vérifie si ces règles sont bien appliquées? Ben, oui et non. En principe, n'importe qui peut lancer n'importe quoi dans l'espace ou presque. En même temps, tout propriétaire de satellite est responsable des dommages et des inconvénients que pourrait créer son satellite une fois dans l'espace. Il y a aussi certaines règles à respecter, notamment si votre satellite émet des ondes radio. Vous devez le faire selon certaines fréquences pour ne pas brouiller les ondes d'activité terrestre, par exemple, notamment le trafic aérien ou, entre autres, les satellites de télécommunication. Si vous pourriez, à ce moment-là, être tenu responsable des conséquences et des inconvénients qu'aurait fait votre satellite. En outre, dans le cas où vous désirez opérer un satellite de communication, vous devez d'abord obtenir la permission de l'Union internationale des communications, qui est l'organisme qui régit les fréquences radio utilisées par une foule de personnes sur Terre et dans l'espace. Donc, vous devez faire attention à ce que votre satellite ne cause pas d'inconvénients et vous devez respecter un certain nombre de règles. Oui, alors tu as dit qu'on pouvait presque lancer n'importe quoi dans l'espace, mais tout est dans le presque. Et qu'est-ce que ça sous-entend, ce presque? Il y a des choses qu'on ne peut pas lancer dans l'espace. Exactement. Notamment, on ne peut pas placer d'armes dans l'espace. En principe, toute la mise en orbite de toute arme est interdite. Encore une fois, il y a un certain nombre de règles à respecter parce que si votre satellite cause des dommages ou des inconvénients sur Terre ou dans l'espace, vous allez être tenu responsable. Donc, il faut penser à son affaire d'avance. Mm-hmm. Et du coup, pour revenir à la question de Quentin, un organisme est chargé de faire respecter ces règles sur ce qui se passe sur les orbites terrestres? Ben oui, mais là, on tombe dans le droit international, comme cela se passe, par exemple, dans les airs et en mer. En principe, cela relève des Nations Unies, mais en pratique, c'est pas mal plus complexe que cela, comme nous l'a expliqué d'ailleurs. Vous vous souvenez peut-être de Salomé Paradis dans le balado 139. Droit spatial, les enjeux de l'heure. Elle nous expliquait qu'il y a des règles internationales, mais quand il est le temps de les appliquer, c'est toujours plus complexe parce que souvent, il y a une question de juridiction et de précédent, etc. Il y a des règles sur Terre, mais c'est pas toujours facile de les faire appliquer. Puis c'est ce que nous raconte Salomé Paradis dans son balado que je vous invite à réécouter parce que c'est vraiment un balado très, très intéressant. Et du coup, est-ce qu'il existe une sorte de code de l'orbite, comme un peu un code de la route international? Qu'est-ce qui se passe quand deux satellites se percutent ou qu'il y a un incident au-dessus de nos têtes? Est-ce qu'il y a un code de bonne conduite? Ben, en fait, d'abord, il faut savoir qu'il n'y a pas vraiment de code de la route de l'orbite. Il n'y a pas vraiment d'orbite déterminée d'avance, un peu comme dans le domaine de l'aviation, dans le trafic aérien, il y a des corridors aériens que suivent les avions. L'espace est assez vaste autour de la Terre qu'on peut lancer son satellite, on peut le placer sur à peu près n'importe quelle orbite. Mais il y a quand même des précautions à prendre parce qu'il pourrait y avoir des risques de collision. D'ailleurs, nous allons en parler dans le prochain balado. Il y a de plus en plus de problèmes ou de dangers de collision dans l'espace. Il faut donc que les utilisateurs de l'espace se parlent entre eux, échangent des informations, des données, afin d'éviter les collisions, ce qui n'arrive malheureusement pas toujours, comme nous allons le voir dans le prochain balado. Et alors pour la dernière partie de ce balado, Quentin nous a adressé toute une série de questions. Je voulais te proposer éventuellement d'y répondre en rafale. Est-ce que ça te va, Claude? Absolument, absolument, oui. Alors, tu vois, dans la première question, par exemple, qu'il nous envoie, est-ce que chaque lanceur a son cahier des charges propre à respecter dans la conception de satellites, ou est-ce qu'il y a des données universelles communes à tous les lanceurs? En fait, les lanceurs commerciaux, on peut penser aux Falcon, Ariane, Vulcan, New Glenn, proposent des normes standards en termes de taille de satellite, de points d'ancrage des satellites, etc. Ces normes sont appliquées aussi par les fabricants de satellites. Il y a donc une certaine standardisation des normes universelles, pourrait-on dire. Et donc, pour continuer sur ce sujet, est-ce que, par exemple, un satellite prévu pour être lancé par SpaceX pourrait être lancé par un Soyuz ou un lanceur chinois, par exemple?
Oui, car justement, grâce aux normes communes, un satellite peut être lancé par une Falcon, une Ariane, une Vulcan ou une New Glenn, et autrefois par une Soyouz, ce qui est plus maintenant possible pour les questions, les questions dont on a soulevé un peu plus tard. Et nul doute que les fusées que les Chinois s'apprêtent à commercialiser vont également appliquer ces normes-là. On peut voir un peu les fusées comme des camions de l'espace. Et comme sur Terre, bien qu'il existe différents types de camions, il y a certains des normes qui s'appliquent à tous ces camions-là, ce qui fait qu'on peut louer d'à peu près n'importe quel camion pour transporter ce qu'on a à faire. C'est un peu la même chose dans le domaine spatial. Est-ce qu'un satellite est conçu de la même manière s'il doit être placé en orbite basse ou en orbite géostationnaire? Est-ce que ça fait une différence en termes de conception? Non, ça ne fait pas de différence parce que c'est pas une question d'orbite, mais plutôt ce qui fait la différence, c'est la mission que vous voulez réaliser par votre satellite. Vous voulez effectuer par votre satellite. Dans le fond, hein, l'espace est vide. La forme d'un satellite n'a aucune importance, contrairement à celle d'un avion. Donc, ce n'est pas une question d'orbite, c'est plutôt la mission qui va déterminer les caractéristiques de votre satellite. Et alors, est-ce que les satellites qu'on conçoit sont testés sur Terre dans des conditions réelles? Par exemple, est-ce qu'on les teste sous vide, environnement vide? Est-ce qu'on leur fait subir des écarts de température avant le lancement? Est-ce qu'ils sont testés dans des conditions qu'ils vont connaître dans l'espace? Tout à fait. Hein? En fait, on essaie autant que possible de soumettre avant son lancement un satellite aux conditions rigoureuses qui règnent dans l'espace. On lui fait aussi subir hein, le stress du lancement, c'est-à-dire l'accélération, les vibrations, le bruit, etc. Car un lancement, hein, c'est une épreuve autant pour un satellite que pour un humain. Alors, justement, tu parles d'accélération, de vibration. Est-ce que les lanceurs sont équipés justement de dispositifs qui permettent d'absorber tout ou partie de ces vibrations au décollage? Est-ce qu'ils sont conçus pour résister à ça? Les deux. Hein. En fait, on essaie d'épargner autant que possible le stress, d'adoucir autant que possible le stress du lancement en adoucissant l'épreuve que lui fera subir la fusée. Mais aussi, on conçoit le satellite pour qu'il résiste aux conséquences des lancements et en le plaçant aussi sur des amortisseurs et autres mécanismes de protection. Donc, on essaie de protéger le satellite parce que le lancement est toujours une opération qui est vraiment très, très exigeante pour un satellite qui est avant tout un appareil fragile. Et est-ce qu'il y a des différences d'un lanceur à l'autre en termes justement d'absorption de vibrations, ou est-ce que c'est lié peut-être à l'emplacement du site de lancement? En fait, il n'y a pas vraiment de différence. Hein. On cherche toujours à concevoir des fusées qui sont les plus douces possibles. Et en même temps, peu importe d'où elles sont lancées, la base de lancement ne fait pas de différence. C'est davantage l'accélération que lui fait subir la fusée, le bruit que génère la fusée qui rentre en cause. Mais c'est ça, c'est plutôt qu'on... Mais toutes les fusées, autant que possible, tentent de s'équivaloir. Et cela dit, est-ce qu'une Falcon 9, par exemple, pourrait être lancée depuis Baïkonour, moyennant quelques adaptations? Pas vraiment, hein. Parce qu'en fait, chaque fusée a besoin de ses propres installations au sol et particulièrement d'un pas de tir adapté à elle. Bien sûr, on pourrait construire un pas de tir à Baïkonour ou à Kourou. Hein, d'ailleurs, dans le cas de Kourou, ça a déjà été envisagé que SpaceX pourrait peut-être se servir de la base de lancement européen, mais le projet n'a pas été plus loin. On peut aussi se rappeler qu'à Kourou, hein, on a construit un pas de tir pour les fusées Soyouz, un pas de tir qui n'est malheureusement plus utilisé. Mais c'est là une opération évidemment très coûteuse de construire les installations d'un pas de tir. C'est pas un peu comme un aéroport où en principe à peu près n'importe quel type d'avion peut s'envoler d'un aéroport. Dans le cas d'un lancement de fusée, il faut des installations qui coûtent souvent des centaines de millions de dollars à concevoir et à fabriquer. Et on parle de satellites essentiellement là depuis le début de ce balado, mais pour les sondes spatiales, c'est le même mode de lancement? Absolument, c'est la même chose. En fait, il faut quand même se rappeler une petite nuance importante. Pour se placer sur orbite terrestre, il faut atteindre la vitesse de 28 000 km/h. Par contre, pour s'élancer vers la Lune ou à travers le système solaire, il faut atteindre la vitesse de 40 000 km/h. Ça veut dire de deux choses l'une. Soit qu'on utilise le même type de fusée que pour lancer des satellites, mais à ce moment-là, on va mettre une charge moins importante.
on ne pourra pas lancer une charge aussi grosse que dans le cas d'un satellite qui doit être placé en orbite terrestre. Ou bien, on emploie une fusée beaucoup plus puissante pour lancer une charge équivalente à celle d'un satellite. Donc, il faut plus d'énergie pour s'en aller au-delà de l'orbite terrestre. Et à ce moment-là, il faut tenir compte soit d'un satellite plus léger ou d'une fusée plus puissante. Et est-ce que la charge utile varie en fonction de l'orbite qu'on vise? Parce que si je reprends d'ailleurs les mots de Quentin, il imagine que il faut plus de carburant pour atteindre une orbite géostationnaire qu'une orbite basse, qui est plus élevée, et donc on perd forcément de la charge utile, c'est exact? Quentin a tout à fait raison. En fait, plus on veut atteindre une orbite haute, plus il faut d'énergie, donc de carburant. C'est pourquoi, par exemple, qu'une fusée Ariane 6 peut placer 10 tonnes sur orbite basse, mais expédier seulement 4 tonnes et demie vers l'orbite géostationnaire. OK. Eh bien, écoute, super Claude, merci pour tes explications et je remercie aussi par la même occasion Quentin qui nous a adressé toute cette série de questions sur les satellites et leur lancement. Merci beaucoup Quentin et à très bientôt. Ben oui. Ben, effectivement, merci Quentin. Ça a été vraiment envisagé. Vraiment très, très fun à faire comme balado. En fait, je dirais, quand vous m'envoyez une série de questions comme ça, ben, ça me donne des idées et je rajoute des questions et ça fait un balado comme celui que vous venez d'entendre. Donc, si vous avez des questions à nous poser, je vous invite fortement à nous écrire, à nous en faire part à l'adresse habituelle, baladovde@gmail.com. Tu sais, si vous me posez une question ou deux, sachez que ça me fait toujours plaisir d'y répondre. Je le fais toujours avec beaucoup d'intérêt, d'autant plus que des fois, les gens me posent une question et ça peut me donner l'idée d'un balado. Et si même vous vous posez une série de questions, un peu comme le fait Quentin, ben, qui sait un jour, ça pourrait donner lieu à un balado comme celui-ci. Donc, n'hésitez surtout pas si vous avez des questions à m'écrire parce que moi, ça me fait, plaisir d'y répondre, puis deux, ça m'inspire. Quant au prochain balado dans 2 semaines, à moins d'un changement de dernière minute, j'ai l'intention de vous amener dans les coulisses de l'actualité. C'est-à-dire que ces derniers mois, il est arrivé quantité de petits événements, certains dont vous n'avez probablement pas entendu parler, mais qui sont à la fois aussi intéressants que révélateurs. C'est ce dont nous allons parler dans 2 semaines, donc c'est un rendez-vous à une prochaine et encore une fois, un gros merci à Florent et un gros merci à Cédric, avec qui c'est toujours un immense plaisir de travailler. Et c'est toujours un plaisir partagé. Merci à Cédric Caillot et Claude Lafleur. Nous voulons remercier toutes les personnes qui nous soutiennent sur Patreon et grâce à qui ce balado continue d'exister. Je vous rappelle qu'à partir de 5$, vous avez accès à tous les fascicules qui accompagnent les balados et vous avez également accès aux épisodes avec 2 semaines d'avance. Alors si vous êtes intéressé, direction le site patreon.com, rubrique Voyage dans l'espace. Cet épisode vous a été présenté par Cédric Caillot et Claude Lafleur avec Laurent Runigo et Dylan Baillargeon à la diffusion. Sur ce, où que vous soyez dans l'univers, à bientôt pour un autre voyage dans l'espace.